les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous vous portez magnifiquement bien. Moi ça va tranquille, ici Clemzer pour cet épisode 21 du Pont entre les arts. J'ai quand même le meilleur public au monde. Il a plein de vinyles, plein de CD. Vraiment, les cours de français, les livres... Tu vois, il lance le film, il écrit Ratatouille. Aujourd'hui, je reçois Céline Charmion, autrice, conteuse et stand-upeuse, que l'on retrouve autant en librairie avec son livre Daffodil et les loups que sur scène. Comme le veut le concept, dans cet épisode, on ne parle pas de stand-up, mais de dessin, et son rapport à celui-ci. Bonne écoute. Ma première question, Céline, avant de commencer, c'est déjà comment tu vas ? Bah écoute, ça va. C'est vrai. Oui, il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, c'est vrai, on enregistre ça fin avril, donc plutôt une bonne météo clémente, mais on est dans un studio, on ne profite pas du tout du soleil. Non. Donc... Non, mais c'est cool. On va passer 1 heure à papoter que de choses que j'aime, donc... Ah ouais, franchement, je suis trop content de te recevoir, parce que en fait, ça fait longtemps qu'on parle de l'épisode. Et donc, pour te présenter quand même rapidement, toi, tu m'as dit, tu te définis comme autrice, conteuse et stand-upeuse. Oui, c'est une amie qui m'a forcé à repréciser que je faisais du stand-up parce que c'était pas forcément clair sur Instagram. Mais sinon, tout s'englobe dans le terme autrice parce qu'au fond, j'aime juste raconter des histoires et en fonction des médias, y a des codes différents et on adapte les histoires. Déjà, de base, t'es pluridisciplinaire, mais on va même pas parler, on va parler d'aucun de ces trois. Enfin, si, on va en parler, mais c'est pas le sujet principal de notre échange puisque c'est une 4e passion pour laquelle tu es venu aujourd'hui. C'est pour parler de dessin. Oui. Donc, on va parcourir un peu ton rapport avec le dessin tout au long de l'épisode, mais j'aimerais commencer déjà par voir un peu tes premiers rapports avec le dessin. Le dessin, c'est un peu large. Est-ce que toi, tes premiers rapports, c'est les dessins qu'on fait un peu tous quand on est petit, la maison, la famille, très jeune ? Est-ce que c'était à l'école ? Est-ce que c'était à la maison ? Je veux que tu m'expliques tout ça, en fait. Le premier rapport que tu l'as dit, en fait, c'est comme beaucoup d'enfants, même tous, je pense, tu as une feuille, un crayon et tu barbouilles. Je le vois, j'ai un neveu aujourd'hui qui est en bas âge et barbouille. Et des fois, on voit qu'il essaye d'écrire parce qu'il fait des lignes et tout, et c'est du gribouillage. Et il y a d'autres moments où c'est plus un dessin. Moi, c'était pareil, je pense, même si j'ai peu de souvenirs. J'ai une maman qui nous a toujours poussé, mes sœurs et moi, à faire des travaux manuels, à pas être trop devant la télé, etc. Donc, elle nous a accompagnés. Elle a toujours trouvé des activités en fonction de nos âges. Le dessin en a fait évidemment partie. Elle a essayé de nous apprendre l'aquarelle. Ok, maman artiste un peu. Maman débrouillarde et bricoleuse, je pense, plus. Ouais, plus manuel que... Oui, parce qu'elle s'est démontée un magnétoscope, réparer des trucs, bidouiller des choses. Et du coup, elle l'a appliqué aux travaux manuels pour nous élever sans qu'on ait trop à s'ennuyer. Elle est plutôt sur la photo. Sa passion, je pense, c'est plus la photo. Donc, il y a quand même un lien avec la composition de l'image et du coup, le dessin, peut-être d'une certaine façon. Ouais. Parce que tu te rappelles un peu, c'est quoi les premiers trucs que tu dessinais ? Eh ben, pas tant. Ouais. Je pense que j'ai dessiné, comme tu l'as dit, la maison, ce genre de choses. J'ai un souvenir assez fort quand j'avais 6-7 ans. On était allé visiter avec l'école les châteaux de Compiègne et Pierrefonds. Ok. Et je sais pas si c'était je sais que c'était à la même époque, mais je ne sais pas si c'était la même escapade. Mais on faisait des visites avec l'école et on avait vu plein de carrosses. Je me souviens d'une grande salle avec plein de carrosses. Et à l'époque, j'étais à fond en train de regarder les Disney et tout, comme tous les enfants des années 90. Et du coup, ça me parlait beaucoup. Pas tant les princesses, même si j'en dessinais pas mal, que les carrosses. Je me souviens que j'ai eu une phase à 7 ans où je dessinais beaucoup de carrosses. Ouais, les véhicules, quoi. Ouais, c'est la version médiévale, je sais pas. Mais du coup... j'ai une image très forte d'un dessin que j'ai fait à 7 ans, je l'ai perdu, mais je vois encore le dessin dans ma tête. Et effectivement, le personnage est tout plat, parce qu'il n'y avait plus de place sur la feuille, et j'avais fait le carrosse, tu vois. Ça, c'est marrant, ça. Donc oui, j'aime bien dessiner, et je sais que j'aimais bien essayer de comprendre comment les choses étaient faites. Ça m'obsédait un peu de comprendre comment un dessin animé, il brille. Ah ouais. Tu vois, on peut en parler tout de suite, je l'ai là, mais... Par exemple, ça, c'est un livre de mon enfance. La lessive de la famille Souris. Pardon, j'ai tapé le micro, on recommence. La lessive de la famille Souris. Ok. Et j'en avais 2 des livres sur les souris. Et juste ça, cette image, elle est folle. C'est de l'eau. C'est juste de l'eau. Ouais. Mais ça me fascinait comment on pouvait dessiner l'eau et comment l'eau, elle pouvait briller. Et... Ah oui, alors du coup, il faut faire comme ça. Mais en gros, le fait qu'il y ait des thématiques
des plages colorées Par hyper page, travaillées. ouais. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup en BD, quoi, que tu as des doubles pages complètes Ouais. où il y a vraiment une ambiance colorée qui est travaillée, comme au cinéma quand on fait la colorimétrie d'une séquence, tu vois. Et le fait qu'il y ait de l'eau, je me souviens que je passais des heures à regarder l'eau et à essayer de savoir dessiner. Et en grandissant, tu comprends que c'est juste le travail du blanc Ouais. et de l'espace négatif et comment... Ah, mais ça, t'as cette réflexion déjà petite, quoi. Bah, petite en primaire, pas en maternelle, mais... Attends, moi déjà, je crois que c'est qu'au collège que je me suis demandé comment on faisait la perspective et de dessiner juste des cubes et j'étais très heureux. Mais je savais pas faire, hein. Ouais, mais rien que la réflexion, je trouve ça fou. Bah oui, mais parce que j'y arrivais pas. Ouais. Mais donc, parce qu'en plus, moi, j'avais cette question-là, en plus, que je m'étais un peu apprêté à dire, mais donc toi, t'as pas juste ce truc du dessin un peu oisif que tu fais quand t'es petit, c'est aussi, t'as envie de t'améliorer, dès le début. Oui, bah oui. Mais en fait, j'ai un souvenir aussi de... J'étais sûrement dans une école un peu de zinzin, mais quand on avait 8 ans, en CE2, on devait inventer un conte de fées. Et on devait... Oh, j'aurais dû l'amener, j'ai été noyée. Parce que là, vous voyez pas, mais enfin, peut-être vous voyez, mais Céline, elle est arrivée en retard parce elle voulait arriver avec ses livres. Très bonne élève, hein, mais elle a ramené sa bibliothèque. Et tout je simplement. savais pas quoi choisir. Donc j'ai tout pris. Enfin non, pas tout, il y en a encore plus, mais on a dû créer un conte de fées et il fallait le créer de toutes pièces. C'est-à-dire qu'on a fait un peu la reliure. Alors c'est de la feuille qu'on sont colorée et tout, mais genre j'ai créé mon livre en CE2 et je m'étais lancé le défi fou de faire toutes les illustrations, en plus de recopier, d'essayer de faire des enluminures. Toujours plus, envie de me la péter. Hermione Granger, c'est moi, tu vois. Et je me souviens, maintenant je revois les dessins, ils sont horribles, mais je me souviens y avoir passé du temps, avoir utilisé des stylos à paillettes pour créer des textures, du crayon de couleur, enfin, il y avait de tout, quoi, déjà. C'est Et fou. C'est pas du dégoût, hein, c'est vraiment choqué. bah, la prochaine fois, je te le montrerai. Au pire, on fera une photo pour Ouais. les réseaux. Mais il est un peu honteux, hein. L'histoire est nulle. Mais voilà, il n'y a aucun vocabulaire. À chaque fois que j'ai envie de faire montrer le temps qui passe, je dis « Et ils marchèrent longtemps. 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 » Vraiment comme ça, 3 Ok. petits points. Et le temps passe, du coup. Mais à la fin, il y a une princesse qui est sauvée, évidemment, parce qu'on est dans les clichés des histoires des années 90 et que le manque de représentation oblige l'imagination à fonctionner que d'une certaine façon. Donc il y a cette histoire-là. Et aussi en CM2, donc 2 ans après, on avait... sachant que tout le primaire, j'étais dans une école où il y avait une bibliothèque qui organisait des concours de dessin chaque année. Donc ça aussi, ça encourageait les gens à dessiner. Moi, j'adorais ce concours, c'était un peu un grand moment. J'avais à chaque fois envie d'y aller. Et ça m'est arrivé de gagner des petits prix au concours de dessin. J'avais gagné une fois un livre de blagues qui ne nous servira jamais, ni toi ni moi, parce qu'elles sont bien datées et terribles. Je vois très bien le genre de livre dont tu parles. Voilà. Le dernier en date, c'est celui de McFly et Carlito. Je savais même pas qu'ils Si, avaient si, fait ça. En vrai, que j'avais feuilleté ça à la Fnac, comme ça, mais ouais. Et ça faisait vraiment cette énergie-là, quoi. Ah oui, bah là, c'est... Sauf que c'est plus vieux encore, et donc Ouais, du coup, il ouais. y a aussi des blagues très racistes. Enfin, rien ne va dans la proposition, quoi. Mais à l'époque, j'étais très fière d'avoir gagné un prix à un concours de dessin. Et en CM2, je me souviens que, pareil, on avait une illustration à faire. C'était pour nous occuper, peut-être parce que c'était la fin de l'année et tout. Et j'avais décalqué un morceau d'image avec des fées. Et comme je voulais finir l'illustration, mais qu'il n'y avait pas la fin, enfin, l'image était cadrée d'une certaine façon, si tu veux, bah, j'avais continué la robe à ma façon et tout. Et c'est pas pour lui foutre la honte ou quoi, mais ma grande sœur, elle m'a vraiment dit, quand elle a vu mon dessin, « T'as décalqué ?» Et après, elle m'a fait « Et là, ça s'arrêtait. » Tu sais, genre, ça se voyait de ouf. Ça m'avait un petit peu fait mal. Et je pense que c'est des moments où des personnes de ton entourage t'encouragent à dessiner et des moments où des personnes te font « Eh, tu nous la fais pas à nous », que ça forge un peu ton envie de devenir meilleur et de leur faire « Vous pouvez pas tester. » Putain, c'est trop marrant, le mélange entre clash d'enfants et clash de dessinateurs. Mais ça se voit trop que t'as décalqué. Wow. Bah, elle dessinait pas mieux en plus. On a tout, enfin si, elle dessinait aussi quoi, mais c'était pas non plus une immense artiste qui savait ce qu'elle faisait, tu vois. Je ne veux pas non plus détruire ta famille. Oh ça va, elle s'en remettra. Mais ça remettra. Donc en vrai, ça veut dire que tu dis quand même que tu savais pas le faire et tout, mais bon, tes capacités en dessin, elles augmentent assez vite au final. Je pense qu'en fait, pour tout Pour le un monde... enfant. Oui, c'est ça, mais en fait, il y avait plein de gens autour de moi qui dessinaient super bien à l'école, même mieux, pour qui c'était une passion, qui prenaient des cours d'art plastique ou de dessin en dehors de l'école. Donc, je pense que c'est ça aussi qui crée l'envie de savoir faire aussi. Et le dessin, c'est beaucoup de la pratique et de la mémoire musculaire. Et aussi, après, l'important, c'est
comme en stand-up, on dit qu'il faut écouter beaucoup de stand-up, essayer de voir les différents types d'art qui se font pour pouvoir soi-même trouver sa voix et sa voix aussi VOX, tu vois, sa façon de parler sur scène, je veux dire. Eh bien, en dessin, c'est pareil. Il faut aussi lire des livres, regarder des images, aller dans les musées, voir des tableaux. Et ça, c'est l'autre champ important. C'est que dans ma famille, ma grand-mère, quand elle nous avait pendant les vacances, c'était en région parisienne, donc elle nous traînait dans tous les musées pour nous occuper l'après-midi. Et ça a aussi forgé mon intérêt pour la peinture, je pense. Ok. Même si je suis pas peintre. Pour le coup, Oui, je oui, peins oui. pas. Mais ça, parce que là, en fait, en grandissant, donc là, on parlait de l'école primaire et tout, mais c'est un truc qui continue, parce que bon, on peut peut-être s'inspirer des tableaux et tout, ça vient à l'adolescence. Alors, comment ta curiosité évolue à travers le temps En matière de gribouillage et de dessin, je dirais qu'après, au collège, on s'oriente plus vers les dessins qui viennent du manga ou de l'illustration japonaise. Comme beaucoup de gens qui dessinent, je suis passée par cette phase où j'essaye de dessiner des personnages au menton pointu, aux grands yeux, avec des cheveux dans tous les sens et de toutes les couleurs possibles. Donc ça joue aussi dans la manière dont tu dessines et les dessins qui t'intéressent. Les illustrations. Après, je fais une vraie distinction entre... juste, enfin, je sais pas. Le dessin, c'est comme un mot parapluie, mais il y a du dessin partout. Et l'illustration, c'est un dessin qui a quand même un propos précis, tu vois, qui peut servir soit dans la pub, qui peut aller. Donc, tu en vois partout, qui sert comme base pour les films. Enfin, dans les films, il y a des storyboards, donc du coup, il y a du dessin aussi. Même dans un film en live action, il y a toujours une phase de storyboard pour pouvoir penser la mise en scène et que le réal ou la réal puisse communiquer avec ses équipes. Il faut bien une base de dessin. Donc voilà, après, le dessin, il y a plusieurs applications et ça dépend. Moi, quand tu regardes quand tu vas à une expo, même de peinture, parfois, les commissaires des expositions font une rétrospective de la vie d'un artiste et mettent en avant aussi les croquis, les Ah ouais. esquisses. Et ben, l'homme de Vitruve, c'est un dessin. Oui. Léonard de Vinci a fait beaucoup de croquis, des croquis de machine et tout. Donc en fait, c'est partout le C'est vrai que dessin. ce dessin, en plus, qui a passé plus la postérité, limite, Ouais. que l'œuvre finale. C'est ça. Donc du coup, il y a plein d'applications au dessin. Moi, j'étais entourée de dessins par les livres de mon enfance, par la grande bibliothèque de BD de ma maman, qui, je pense, a aussi beaucoup nourri ma passion pour la BD, puisqu'à l'adolescence, je piquais ces BD. Et c'était plutôt des BD franco-belges classiques, format 45 pages, type Les Schtroumpfs, Gaston Lagaffe, quelques BD un peu plus adultes, beaucoup de Franquin, Les Idées Noires. Enfin voilà, Ok. elle avait plein de choses. Mais parce que là, on parle beaucoup de ce qui t'inspirait pour reproduire. Oui. Mais est-ce que, de manière plus simple, pas simple, mais juste, est-ce que toi, quand tu consommais des œuvres de fiction, parce que souvent c'est de la fiction, hein, Oui. le dessin, est-ce que tu étais touché différemment par les œuvres en dessin? Qu'est-ce que ça procurait? Tu sais, par exemple, Disney, par rapport à un film, je sais pas, Maman, j'ai encore raté l'avion, est-ce que ça te procurait un truc différent? Je pense que oui. Ça m'a toujours un peu fascinée et ça m'a toujours un peu procuré de l'émerveillement. Après, je suis assez sensible. Moi, je pleure beaucoup devant les films, qu'ils soient animés ou pas. Donc, je sais pas si ça me touchait plus. Mais effectivement, il y a une forme d'émerveillement qui est importante et que j'ai vraiment retrouvée plus tard, donc vers la fin de l'adolescence, quand vraiment j'ai plongé dans les films d'Hayao Miyazaki, notamment. Ou même, alors j'ai... Le tombeau des Lucioles, son nom, il y a un T. Tu veux dire Isao Takata? Isao Takata, Ouais, je vois très bien. qui a fait le tombeau des Lucioles, qui est une histoire dramatique. Il y a pas d'émerveillement, ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, on suit 2 enfants, mais c'est tragique de bout en bout. Dès le début, on sait ce qui va leur arriver, puisque ensuite, tout le reste du film, c'est un flashback. Donc on pleure toutes les larmes de notre corps, quoi qu'il arrive. Et je suis même pas sûre que ce soit intéressant d'en faire un live action, tu vois, de cette histoire, qui à la base est d'ailleurs un livre jeunesse illustré. Donc ça touche différemment, mais il y a une forme d'émerveillement, je trouve, quand le dessin est animé versus quand c'est un film. Et c'est quelque chose que j'avais déjà quand j'étais enfant, mais dont j'ai vraiment plus pris conscience en grandissant, pour le coup, en regardant des films aussi à 13, 14, 15 ans. Voilà. Ouais, peut-être que tu t'appropries plus les émotions quand c'est du dessin que quand on te sert un truc qui, en fait, pourrait exister. Ou peut-être pas du tout. Oui, peut-être. Après,
C'est aussi parce que je pense que je me considère pas comme synesthète. Tu sais, ces personnes qui ont leurs sens qui sont connectés de manière un peu différente et quand ils vont sentir une odeur, ils vont imaginer une couleur, par exemple, ou quand ils pensent à un numéro, il a forcément une couleur et pas une autre. Et donc, les différents sens, donc le toucher, la vue, l'odorat, etc., sont connectés et créent des images dans leur tête, des connexions qui sont pas courantes, on va dire, puisqu'il n'y a rien de naturel ou pas naturel, chacun fonctionne comme il est. Donc je me considère pas comme synesthète, mais c'est vrai que le dessin, qu'il soit animé ou figé, il permet plus une expérience presque synesthésique, ou qui se rapproche de la synesthésie, ou quand ça me fascinait de voir comment l'eau était représentée, comment on fait briller une image fixe, avec des reflets blancs. Je me souviens quand j'étais au lycée, il y a une galerie qui est dans la rue, je sais pas si je pense qu'elle est rue Esquermoise, mais à l'époque, ça a changé maintenant, c'est plus le même nom. Et donc il y avait pendant longtemps un tableau affiché, je ne sais pas d'où, ça pourrait être une rue d'Amsterdam ou quoi, il y avait un canal et il y avait des reflets de l'eau et c'était juste des taches blanches. Et je me souviens qu'à chaque fois que je passais devant, ça me fascinait de voir que c'était juste des taches blanches quand tu te rapproches, mais que de loin, tu as une image qui prend vie alors qu'elle est figée, tu vois. Pareil quand tu vas regarder des tableaux j'ai vu une vidéo ce matin trop bien sur le jaune beurre, parce que c'est la couleur du moment au printemps et tout, le jaune beurre, c'est un peu cette couleur-là, tu vois. C'est plus à la caméra qu'il faut le montrer. Pardon. Elle est un peu plus pâle que ça, mais c'est à peu près ça. Et en fait, cette couleur, elle avait un autre nom, et c'était un pigment particulier qui était déjà utilisé dans les siècles passés, dans la peinture à l'huile, et qui était beaucoup utilisé pour créer des petits détails, et notamment les reflets de l'or sur une chaîne, sur de la vaisselle, sur un tableau, etc. Et je trouve ça fou de se dire que en fait, ce qu'on imagine être un reflet qui brille dans une image fixe, c'est juste un pigment. Et que c'est le jeu de contraste et la théorie des couleurs qui fait exister et résonner les couleurs entre elles, tu vois. Pareil, quand tu commences à comprendre comment on fait un effet néon, ma passion, surtout avec du dessin numérique, t'as ta forme, et puis tu la dupliques, et sur ton nouveau calque, tu mets t'appliques un flou, qui s'appelle souvent flou gaussien, et tu peux même après utiliser des filtres qui font briller artificiellement d'un point de vue numérique l'objet, mais sans utiliser de filtre en plus pour faire briller ton calque, tu peux quand même créer un effet néon juste en dupliquant avec un flou. Donc je trouve ça fou, voilà. Surtout la technique, ça te passionne. Ah bah dès que j'ai pu mettre les mains dans les ordinateurs, oui. Parce que, là, en plus, tu parlais de l'eau qui t'a fasciné dans l'œuvre que tu nous as montré tout à l'heure. Oui. Est-ce que plus tard, du coup, tu as eu une autre... Tu sais, tu te rappelles un peu d'une autre œuvre sur laquelle tu as phasé, un peu comme ça il doit y en avoir plusieurs, mais c'est une grosse phase que tu as eue, mais plus tard, tu vois. Au collège, par exemple, pour le contexte, j'étais dans une école privée, donc du coup, ils avaient des sous pour nous faire des escapades. Et on allait de temps en temps au Palais des Beaux-Arts. La prof d'art plastique nous essayait de nous, sur ses heures de cours, de nous sortir de la classe et de nous faire voir les expos qu'il y avait à Lille. À Lille, il y a un vrai foisonnement culturel. Il n'y a pas que les Beaux-Arts, il y a aussi ce qui se passe au Tripostale en art contemporain depuis 2004. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire et à voir. Et donc, du coup, j'ai cette chance-là d'avoir pu aussi aller faire des expos pendant l'école. Et aux Beaux-Arts, il me semble qu'on a un tableau de Monet. Je dis on comme si je suis lilloise, c'est ma fierté. C'est tes impôts qui le payent. Hein. C'est ça. Et c'est ce genre de tableaux-là qui font partie d'un mouvement impressionniste, qu'on appelle les impressionnistes, qui m'ont marqué parce que c'est flou. Et en fonction de comment leur but à eux, c'était vraiment de sortir des studios, des ateliers, et de peindre la nature, et donc la nature vibrante. Et ils ne cherchaient plus à être réalistes dans leur approche, même s'ils savaient tous dessiner, et bien dessiner, parce que quand tu fais donc bien plus tard, au XXe siècle, une rétrospective du travail de Matisse, qui est connu pour ses formes un peu... presque enfantine, les grosses fleurs, les coraux, etc. Et sur la fin de sa vie, il avait un problème, et donc du coup, il pouvait plus tenir un pinceau, donc il faisait du découpage. C'est pour ça qu'il est aussi connu pour ses collages. En vrai, Matisse, quand tu regardes une expo de rétrospective de son travail, il savait très très bien dessiner, et au début de sa vie, il faisait des vrais dessins, des croquis très réalistes, quoi. Donc,
Les impressionnistes, pareil, ils essayaient juste de changer le style, de changer l'histoire de la peinture. Ils ont essayé de conceptualiser tout ça. Et il y a eu des périodes où j'ai pu voir des expos. Alors j'ai retenu, c'était peut-être plus fin de l'adolescence, début de la vingtaine. Je saurais plus te dire quelle année exactement. Et j'ai vu, il y a eu une phase où il y a eu plein d'expos d'un coup sur différentes rétrospectives, sûrement parce qu'il devait y avoir un anniversaire. Et une expo de Caillebotte, par exemple, ou de Berthe Morisot. J'aimais beaucoup aussi, parce que j'ai fait un petit peu de danse, parce qu'elles sont connues et qu'elles sont sur tout plein de cartes postales, les toiles de Degas. Mais les tableaux ont une lumière, un traitement du détail qui vraiment oblige le spectateur à poser son regard à des endroits précis, en jouant justement sur les flous, la netteté, etc. Et les couleurs. Et donc ça, c'est des choses qui m'ont plus marqué en grandissant. Et je me souviens qu'il y a peut-être 10 ans, 15 ans, j'étais allée à une expo sur un peintre qui s'appelle William Turner, qui est britannique et qui n'est pas vraiment dans ce mouvement, puisque les impressionnistes, c'est très basé à Paris, tu vois, mais il y a quand même de la porosité dans sa façon de peindre et des choses qui se recoupent. Et ça me fascinait, en fait, cette capacité à... Moi, ça m'ennuyait profondément, en fait, les grandes toiles de l'histoire de la peinture qui sont hyper réalistes et où on nous dit « ça, c'est important pour telle raison ». Alors qu'aujourd'hui, parce que je le rationalise et s'il y a un petit cartel qui vient m'expliquer pourquoi cette toile, elle est importante, ce qu'elle représente, etc., je vais plus être patiente. Mais quand j'étais petite, il y avait vraiment ce truc d'instinctif de il faut que l'image, elle me fasse un effet waouh, tu vois. C'est beaucoup plus sur l'instinct quand t'es petit. Ouais. Et du coup, s'il y a du mouvement, de la lumière, des couleurs, c'est plus savoureux que une toile avec tout plein de personnages. Je pense que les grandes toiles de Delacroix, aussi importantes soient-elles, moi, souvent, elles me font ni chaud ni froid. Je suis juste là. C'est une grande toile quand je suis devant. Voilà. Mais c'est marrant que t'aies autant ce rapport avec le flou, que t'aimes bien le flou et tout. Oui. Parce que moi, j'ai toujours préféré dans les dessins la précision et la netteté. Parce que je crois, en fait, je me suis posé la question quand tu l'as dit, mais je crois qu'il y a un truc un peu où, en vrai, si je veux voir flou, j'enlève mes lunettes. Et déjà que je les porte depuis que j'ai 6 ans, c'est pas pour... c'est pour voir net, quoi. C'est pour voir les détails. Tu me fais du flou. Quoi, je dois remettre des lunettes au-dessus de mes lunettes pour le voir. Bah, donc, c'est personnel. Hein, mais... Non, mais je vois trop bien ce que tu dis. Et ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai perdu ma vue petit à petit. Perdu ma vue, je ne suis pas aveugle. Waouh, je vais reformuler. Très dramatique. Ma myopie a grandi petit à petit et c'est que vers 18 ans que j'ai mis des lunettes. C'est peut-être pour ça alors. Donc du coup, je voyais flou. Et quand j'ai mis des lunettes, j'ai découvert qu'on voyait tous les brins d'herbe. Ouais. Et comme les grains du tapis, là. Enfin, je le voyais pas. Ouais. Mais je pensais que c'était la vue normale. Okay. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose qui faisait que ces toiles-là me parlaient plus. Après, ce que j'aime bien, et c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup en art contemporain, c'est parfois il y a des artistes qui essayent de vraiment conceptualiser, penser, presque philosopher leur rapport à l'art, la raison pour laquelle ils font de l'art, pourquoi l'art qu'ils font est important, etc. Et il y a une thématique importante qui est la relation de l'œuvre avec son environnement et la relation de l'œuvre avec les personnes qui la regardent. Et c'est un truc que ma prof d'art plastique nous a enseigné en peut-être 5e, je sais plus, ça s'appelait Une œuvre in situ, et je me souviens qu'elle nous avait emmenés au Palais Rameau, le Palais Rameau, qui est rue Solferino, et c'était un peu avant qu'il ferme pour je sais pas quelle raison, et il y avait une espèce de luminaire dans le Palais Rameau, sous la mini-coupole, qui reprenait le Palais Rameau. Donc c'était le Palais Rameau dans le Palais Rameau, et ça faisait de la lumière à l'intérieur du Palais Rameau. Enfin, voilà, je ne sais plus toute l'explication du pourquoi cette œuvre, mais je trouvais ça fascinant qu'on puisse concevoir une œuvre juste pour un lieu spécifique. Okay. Et qu'en plus, comme elle est en volume, cette œuvre, en fonction et qu'elle fait de la lumière, en fonction de comment on se positionne par rapport à cette œuvre, et ben ça raconte pas la même histoire, tu vois. Et bon, bah du coup, j'aurais pu me dire, waouh, en fait, ce que j'aime, c'est la sculpture. Mais du coup, dans la peinture, il y a déjà ce rapport-là, surtout quand c'est des toiles très grandes, ou quand tu es dans un musée et qu'elles sont mises... jamais par hasard à côté des autres œuvres. Il y a une vraie volonté des commissaires d'exposition et puis même des curateurs de musées de faire dialoguer les œuvres entre elles. Par exemple, alors maintenant je crois que c'est encore le cas, mais aux Beaux-Arts, et j'y suis retournée, c'est gratuit tous les premiers dimanches du mois. Et c'est gratuit tout le temps quand on a moins de 27 ans ou 25 ans, je sais plus. Et donc il y a 3-4 ans, j'y suis retournée en mode tiens, ça fait longtemps. Et il y a une toile un peu, je sais même plus le nom, mais c'est une Vénus, voilà, une femme nue avec des seins irréalistes et
et des cheveux. Mais c'est pas Botticelli qui l'a fait, mais voilà, Ouais. c'est le type. Elle a les seins, c'est des pamplemousses, ils ne connaissent pas la gravité. Sa peau est en porcelaine, elle a aucune rougeur, pas de vergeture, tout va bien. C'est la télé-réalité de l'époque. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, il y a ce tableau, et juste à côté, quand tu tournes la tête, il y a un autre tableau avec hyper sombre, avec une tache lumineuse où ton regard est immédiatement attiré. C'est une espèce de voilage de tenue blanche. Il y a un voilage, il y a une porte, une fenêtre qui est ouverte. Et tu vois qu'en fait, il y a un incendie. Et le titre, c'est La femme asphyxiée. Et moi, je trouve ça hyper drôle. Et je sais pas s'ils l'ont fait exprès, Ouais. mais je trouve ça trop bien qu'il y ait une représentation totalement non réaliste de la femme sur un tableau, et juste à côté, la femme asphyxiée. Il y a un peu ce message derrière de, bah oui, les standards de beauté peuvent étouffer et empêcher la féminité de se développer et tout. Voilà, je trouve ça fort. Et ben, je suis très content que tu me fasses cette transition-là, parce que on va arriver après à comment toi tu utilises le dessin pour faire passer des messages différents des autres dans ton art. Mais d'abord, petite transition, et pour celle-ci, je vais utiliser un flou gaussien. Parce que maintenant, les gens savent de quoi on parle. Moi, je voulais revenir sur quelque chose, parce que toi, il y a quelque chose que tu fais depuis récemment. Tu fais des newsletters. Oui. T'écris, c'est comme un peu un blog, sans vouloir, je sais pas si ça dénigre ou Ça, pas, hein, pas du tout. mais bon, en tout cas, c'est des articles que tu écris et que tu publies, que j'ai lus. Et dans l'un Merci. d'entre eux, tu dis que tu as toujours rêvé d'avoir un carnet, un peu un journal intime, mais que tu n'as jamais réussi à le tenir dans la durée. Et j'avais cette impression peut-être aussi, et donc je voulais te demander, est-ce que le dessin, pour toi, l'instantanéité qu'il peut y avoir, tu sais, est-ce que ça te permet pas de contrer un peu ce truc-là, de pas savoir tenir Bah, dans la durée? c'est une bonne question. En vrai, déjà, il faut que je resitue peut-être sur ce que je dessine, comment je dessine Ouais. et tout. Et moi, je dessine pas beaucoup, déjà. Et il y a Mhm. des longues phases. C'est le même rapport avec la lecture de romans, où je peux avoir une approche boulimique un petit peu, et je vais enchaîner 2-3 romans, et ensuite plus rien lire pendant des mois. Bah, en dessin, c'est pareil. Je peux avoir là, je sors d'une phase où j'en avais fait plusieurs sur ma tablette. Je me suis amusée ces dernières semaines. Et en ce moment, j'arrive plus à dessiner, sauf, est-ce que je m'oblige à le faire, pour faire les mini-illustrations de ma newsletter. Et typiquement, dans la dernière qui est sortie hier, il y en a une, il y a marqué Joker. Parce que j'ai pas eu le temps, j'avais la flemme. Et, Ah ouais, ok. voilà. Donc déjà, ça, c'est un premier point, c'est que je dessine pas assez et pas assez bien, parce que je pense que je me censure beaucoup aussi, pour dire que oui, c'est vraiment un art que je pratique au quotidien. Mais c'est quelque chose que j'aime et qui me fait du bien quand j'y replonge. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et du coup, il n'y a pas trop de lien avec le journal intime, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais au lycée, j'avais commencé un blog où je mettais mes dessins dessus. Déjà, à Ça l'époque. s'appelait Petit Artiste ou Atelier de Petit Artiste à skyblog.com, l'enfer. Et comme j'ai tout supprimé bien avant que Skyblog ou Skyrock n'arrête tout, ils sont irrécupérables. Irrécupérable. Punaise. Ça, c'est dommage. Ah, j'ai toujours... Ah oui, ça c'est un truc que j'ai pas dit, mais j'ai toujours beaucoup supprimé ce que je fais, que ce soit en écriture ou en dessin. Donc Ok. j'ai très peu de dessins de mon enfance, par exemple. Au bout d'un moment, je l'ai déchiré, je l'ai jeté et on fait table rase. Même pas nécessairement dans un besoin de prendre, de gagner de la place, parce que j'avais une chambre et des tiroirs dans mon bureau assez grands. Enfin, je dessinais pas des quantités d'images, donc il n'y avait pas besoin de faire de la place. Mais oui, je supporte pas. Je pense que je ne supporte pas ma propre médiocrité. Ah ouais, t'as un regard assez dur sur toi-même. Ouais, sur tout ce que je fais. Et donc, quand les années passent et tout, hop, le dessin il saute comme ça. Ouais. Il n'y aura pas de traces de cette horreur sur Terre, tu vois. Ah, c'est dommage. Et du coup, maintenant, je trouve ça dommage. Ouais, parce que tu peux le regarder avec une nostalgie de voir le chemin que t'as accompli, plutôt que de dire c'était nul. Exactement. Mais je faisais ça dans des phases où j'allais pas très bien. Je n'avais pas Ouais. encore pris cette voie de la sagesse, si tu veux. Maintenant, je trouve ça dommage. Mais bon. Mais aujourd'hui, ça va, t'as fait plus la paix avec, même sur toi-même en ce moment, sur ce que tu produis. Oui, je suis T'as un toujours regard très un peu- exigeante. Et je pense que la newsletter, pour reboucler avec la question que tu m'as posée, ça m'aide. J'ai fait donc un texte, tu m'as dit tout à l'heure que tu l'avais lu. Elle s'appelle Sortir les crayons. Cette newsletter, le but, c'est pas vraiment de créer des essais hyper pensés, hyper sourcés. Il n'y a pas de travail journalistique. C'est vraiment comme un journal intime où c'est une pensée fleuve et je cherche pas à avoir des arguments, à convaincre qui que ce soit. J'essaye de rendre ça plaisant et d'un point de vue littéraire, que les mots résonnent et que ce soit
agréable à lire, et aussi un peu drôle, mais je ne cherche pas à être nécessairement drôle, puisque je fais le stand-up pour ça, et le but, c'est pas de faire une newsletter de stand-upper. C'est juste un exercice à part. Après, moi, je trouve ça drôle. Hein. Je trouve que tu maîtrises bien la différence entre l'humour écrit et l'humour oral. Bah merci, c'est cool. Parce que je me suis fait la réflexion en la lisant où je me disais, punaise, ça m'arrive jamais de lire des blagues où ça me fait rire. Bah, j'essaye de mettre des blagues, parce que parfois, il y a des sujets un peu denses, mais si je suis vraiment vénère, je vais pas chercher à désamorcer avec une blague. Ouais. Et typiquement, bon, il y en a un petit passage auquel je pense que j'avais quand même une blague parce que je me moquais ouvertement d'un porc, mais célèbrement connu, dans les génies, Ouais, et tu vois. pas celui du Havre. Non, Ouais. pas celui du Havre. Mais donc, il y avait un peu des blagues parce que j'étais cynique, mais c'est un sujet qui m'énerve vraiment. Et donc, il s'agissait là de parler un peu de misogynie quand même, et de la façon dont certains journalistes abordaient le stand-up à l'occasion du 8 mars. Et là, j'ai pas cherché à faire que des blagues, tu vois. Donc c'est vraiment un exercice à part où j'essaye de pas faire que des blagues. Et du coup, je crois que mon rapport au dessin, c'est qu'il y a des dessins, quand j'étais petite, que je faisais pour moi, pour apprendre et tout. Et ça, c'est très bien, c'est des exercices. Mais à chaque fois que je produis quelque chose, même quand je me considère pas comme une artiste parce que j'ai 8 ans et que voilà, j'ai pas ce melon-là non plus, et ben je le fais pour le montrer. Je crois que mon rapport à l'art, et c'est ce que je dis dans Sortez les crayons, ou sortir les crayons, je sais plus, c'est vraiment d'abord un élan pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes. La solitude. mais en même temps, t'as une autre newsletter, parce que désolé, je suis fan et j'ai tout lu, mais t'en as aussi une où tu dis que récemment, tu t'es remise à dessiner pour toi-même. Oui. Et qu'est-ce qui a fait ce déclic où tu t'es dit, mais aussi... j'ai un peu menti, parce que si tu lis la newsletter jusqu'au bout, j'ai fait un lien vers mon compte de dessin. C'est juste que je ne fais pas la promotion habituellement de ce compte de dessin. Mais là, j'emploie vraiment ce compte Instagram. Il est public, donc les gens peuvent y avoir accès. Mais j'emploie vraiment ce compte Instagram comme un petit carnet à ciel ouvert. Et je trouve ça chouette parce qu'en fait, ça me permet de communiquer avec des gens. C'est un compte qui est donc en anglais et où je publie aussi de la poésie en anglais que j'écrivais. Et du coup, j'ai pu, à certaines occasions, connecter avec des personnes que je ne connais pas et qui habitent à l'autre bout du monde. Il y avait notamment une fois c'est un challenge qui s'appelle Inktober, où tous les jours du mois d'octobre, tu vas faire un dessin. Il y a des prompts officiels et puis d'autres artistes qui proposent leurs autres idées. Comme ça t'aide à être motivé, à avoir une idée chaque jour. Et moi, 2 années de suite, je me suis chauffée pour faire ce projet. Et ça m'a permis, quand tu mets les hashtags, du coup, de découvrir d'autres personnes qui font ça. Et je me suis retrouvée à parler avec une fille en Inde qui est aussi poétesse. Et voilà, on discutait un peu. Alors, on n'est pas devenus amis, on ne s'est jamais rencontrés. Mais quand je retourne sur ce compte et que je vois ce qu'elle publie, je trouve ça cool. Ouais. Tu vois et donc, même si je le fais pour moi, si c'est quelque chose dont je suis fière, j'ai toujours envie de le montrer. Mais maintenant, je vais pas voir mes parents en mode « j'ai fait un dessin !» Tu vois, c'est pas... J'ai plus 5 ans. Donc j'ai ce carnet à ciel ouvert pour qui veut regarder mes dessins. Donc, au fond, quand une illustration me plaît, même si je la fais pour moi, parce que le processus, il est, je trouve, hyper satisfaisant. Et c'est pas pour rien qu'il y a autant de livres de coloriage qui sont vendus dans les librairies papeterie. C'est pas pour rien que ça se développe à ce point, l'art-thérapie. C'est que ça fait vraiment du bien de faire autre chose, de mettre son cerveau en off, de se concentrer sur quelque chose de manuel. Alors moi, en ce moment, je fais plus du dessin numérique, donc je reste devant un écran, ce qui n'est pas ouf. Mais Ça compte pas. Mais il y a cette même sensation que j'avais quand je pouvais dessiner sur un carnet. Un moment, tu es dans la zone et juste tu colories une plage de couleurs. Et en plus, l'avantage du dessin numérique, c'est que tu peux zoomer. Donc vraiment, tu colories lentement et après, tu dézoomes et tu es là genre, c'est satisfaisant. Tu vois ? Et tu peux effacer si tu débordes. Exactement. Il y a même des hacks pour ne jamais déborder. Mais si tu triches en plus de ça. Ah bah non, je triche pas, j'utilise la technologie à ma disposition. C'est pas pareil. On parle du fait que toi, tu montres beaucoup tes dessins. Oui. Donc, est-ce que, par exemple, dans tes newsletters, c'est ce que tu as dit, tu accompagnes toujours tes écrits d'un dessin à chaque fois. Et est-ce que c'est parce que ça dit quelque chose que tu ne dis pas avec les mots ? Oui, en fait, à la toute base, c'est parce que j'étais dans cette phase où je m'étais remise au dessin et j'étais en train de penser la conception complète de ce projet newsletter. J'avais envie, je savais à peu près où je voulais aller au niveau du fond.
Je savais à peu près que je voulais aller au niveau du rythme, que ce soit une fois par mois, que ce soit des lectures qui soient denses, mais pas trop longues. Donc, il y en a une où j'ai vraiment débordé, mais sinon, ça tourne autour de 1000 mots, 1100 mots. Et comme ça, c'est plutôt agréable. Et je voulais que du coup, parce que 1000 mots, ça reste important, et les gens qui te lisent, déjà, ils sont bien gentils de donner de leur temps et de lire ce que tu produis, alors qu'au fond, c'est quand même un journal intime à ciel ouvert. Je voulais que la lecture soit aérée. Et les paragraphes, ça suffit pas. La mise en page, ça suffit pas. Donc, je me suis dit qu'avoir 2 pauses de respiration qui sont silencieuses, c'était intéressant. Et comme tu l'as dit, des fois, je glisse des blagues et tout. Ça me permettait aussi de venir faire des blagues ou des clins d'œil visuels. Dans la toute première newsletter, à un moment, je fais une référence, mais très très brève, à Beetlejuice. Et du coup, un peu plus loin, j'ai dessiné Beetlejuice, tu vois. Petit à petit, j'ai trouvé ce rythme en faisant 1 ou 2 newsletters. Et ensuite, maintenant, c'est intégré dans mon rythme d'écriture. Quand j'écris mon texte, je me pose pas la question de quel dessin je vais faire. Mais s'il y a un endroit, ça pop, et que je me dis « Ah là, je pourrais aller chercher telle référence », hop, je me le mets entre parenthèses. Et ça me permet d'aussi rythmer la lecture, faire une respiration, une petite blague. Et plus j'avance, moins je suis réaliste. Comme j'ai pas le temps, là, je dessine pas, je décalque. C'est de la triche, tu vois. Mais, comme l'a dit une amie qu'on connaît qui fait de l'illustration, qui a un diplôme en graphisme et qui est stand-upeuse, qui s'appelle Angie, vous pouvez aller suivre Angie Senman, et déjà décalquer proprement, c'est faire du dessin, parce que tu ne peux pas décalquer à l'identique vu que c'est pas le même média. Moi, je prends des photos, des frames de films, tu vois. Donc, je suis obligée de faire des choix et parfois, je dois déformer l'image pour que, au global, quand tu enlèves ton calque, ton image, on la reconnaisse. Je vais me souvenir sur une actrice que je décalquais donc c'est un film de David Lynch qui s'appelle Sailor et Lula, et c'est une image vers la fin du film. Et en fait, l'actrice, je n'arrivais pas à la rendre réaliste parce que c'est pas une photo. Donc, j'ai dû choisir quelle mèche de cheveux je faisais. Parfois, je remettais des boucles là où il n'y en avait pas. Et j'ai changé la forme de son nez pour que quand j'enlève l'image, son nez, on le reconnaisse. Parce qu'elle a un nez très droit, très fin. Mais sur la photo, forcément, elle est dans une position particulière qui fait que le nez, il est un peu moins visible. Et moi, je devais le rendre plus visible pour qu'on reconnaisse son profil. Okay. Donc, j'ai dû un peu changer son profil, tu vois. Ouais. Résultat, je décalque parce que je gagne du temps et que la newsletter, le but, c'est que ce soit un projet qui ne me prenne pas trop de temps dans la semaine. Oui. Mais ça me force à quand même, malgré tout, travailler certaines choses en dessin, en perspective. Et ça me fait penser aux artistes musicaux qui font des covers. Exactement. Au final, si tu fais juste des covers où tu reprends à l'identique, pas trop d'intérêt, mais ceux qui réussissent à faire un peu d'audience et tout sur des covers, c'est ceux qui arrivent à mettre leur sauce, leurs pattes dans la cover. Ouais. Exactement. Donc, et du coup, tu as ça aussi dans la reproduction. Je pense que les vrais illustrateurs honnêtes qui parlent de comment ils ont appris, comment ils ont progressé, tu commences toujours par reproduire des choses que t'aimes, des personnages. Enfin, ça n'existe pas, la création ex nihilo, tu es obligé de t'entraîner. Donc, faire tes gammes, ça implique de faire des ronds, des carrés, travailler la perspective, mais ça implique aussi, parce que c'est relou de faire juste ces gammes, de reproduire des images que t'aimes bien, des personnages que t'aimes bien. Et ce faisant, tu te rends compte qu'il y a des formes qui résonnent plus que d'autres, que t'aimes mieux, que t'intègres à ta pratique. Et c'est là que tu te mets à faire du chara-design et à créer des personnages originaux, tu vois. Ouais. C'est souvent des chimères de plein d'influences différentes. Voilà. Donc décalquer, c'est pas tricher. Oh, il y en a qui m'ont dit boire c'est tricher, mais décalquer en tout cas, ça ne l'est pas. Non. Ok, et justement, parce que là on parlait de la newsletter, ok, on a fait un petit pont sur ça, mais il y a un autre pont où là je suis très curieux. Il n'y a pas longtemps, tu as fait ton 3e 30-30. Et ça m'a marqué parce que là où il y a des affiches un peu traditionnelles, on fait une photo, tu vois, même moi qui ai lancé les 30-30 du pont entre les arts, ça reste une photo des 2 personnes, bon c'est dans un fichier. C'est propre, il y a une DA. Il y a une DA, mais ça reste une photo. Toi, c'est la première fois que je vois ça. L'affiche de ton 30-30, donc qui était avec Louis Arthur, qu'on salue. Qu'on salue. Qui est un super artiste. L'affiche, c'est un dessin. Oui. C'est un dessin. Est-ce que c'était une volonté de ta part de le faire ? Parce que je ne sais pas s'il est de toi. Si. C'est pas mentionné non, on ne l'a pas mentionné, mais c'est moi qui ai fait tous les dessins. C'est toi qui l'as fait. Est-ce que c'était une volonté de se démarquer ? Est-ce que c'était pour faire passer une autre intention artistique sur la DA un peu du 30-30 ? Parce que vous avez non seulement fait l'affiche, mais vous avez aussi fait des petits visuels pour donner les contacts des artistes que vous avez distribués dans la salle. Waouh, tu sais ça. Attends, j'ai vu les stories. Incroyable. Donc ouais, d'où ça part, cette envie-là Louis Arthur, déjà, c'est un artiste que vous pouvez aller suivre, que j'aime beaucoup.
qui a toujours eu une vision assez claire de ce qu'il aimait. L'avantage, c'est que par son parcours aussi, en ayant fait beaucoup de musique, en travaillant dans la culture, enfin je vais pas détailler son CV, mais en tout cas, il a un vécu qui fait qu'il a des goûts qui sont peut-être plus assumés et assurés que d'autres personnes qui ont 20 ans, qui démarrent et qui découvrent plein de choses. Et du coup, il avait déjà un mood board qu'il avait fait il y a quelques années de comment il veut se présenter en tant qu'artiste, tu vois. Et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, je vais essayer de travailler cette année, justement. C'est une question qui m'intéresse beaucoup parce que même si c'est un jean et un t-shirt blanc, c'est intéressant si c'est intentionnel. Comment tu choisis de monter sur scène ? Ça reste ta tenue de scène, tu vois. Et donc ça, moi, je le connais depuis longtemps, on se connaît depuis 2020 et j'ai coécrit son premier spectacle. Il avait déjà écrit 2 ébauches avant et en fait, ensemble, on a pris le meilleur des deux. Le best of both worlds, tu vois. Et du coup, on a vraiment compilé ça, retravaillé sur la structure, retravaillé sur certaines blagues et tout. Et ça fait longtemps que j'accompagne son spectacle et qu'on partage plein de choses, plein de valeurs. Et il avait également, parce qu'il était très présent à un moment sur les réseaux, il faisait beaucoup de chroniques, de petites vidéos, de reels, etc. Et il avait publié sous forme de recueil en impression à la demande son premier recueil de chroniques. Et du coup, que ce soit la toute première affiche de son tout premier spectacle qu'il avait écrit tout seul, pour le coup, ou la couverture de ce recueil, c'était dessiné. Donc lui aussi, il a ce goût du dessin qui vient sûrement de plein de choses. Il en parlera mieux que moi, mais peut-être de références comme le New Yorker, tu vois, ce genre de magazine, etc. Et aussi une forte influence parfois de Wes Anderson. Enfin, il y a plein de choses qui l'influencent lui. On n'a pas toujours les mêmes rêves, mais en tout cas, il y a cette volonté de bien penser comment on se présente au monde, tu vois. Et le dessin fait aussi partie des choses qu'il apprécie, même si lui-même ne dessine pas, il me semble. Et quand est venu le moment de faire un 30-30, c'était notre premier 30-30 à deux, c'est la première fois, on avait déjà partagé la scène sur des plateaux, mais c'est la première fois que vraiment tous les deux on montait un projet où on allait monter tous les deux sur scène. Et on était tous les deux à se faire des visios, parce qu'il est plus sur l'île, pour préparer ce moment. Et quand est venu le moment de l'affiche, on s'est dit, en vrai, c'est quand même symbolique, on va travailler ensemble, on travaille ensemble depuis longtemps, on a envie tous les deux d'être sur l'affiche, mais on n'a pas envie de faire un photomontage de nos deux frimousses, ce qui est ok en fait, ça marche très bien comme affiche aussi, mais là, c'était pas notre envie. Et n'étant pas dans la même ville, c'était pas possible juste de se dire, vas-y, on fait un shoot, ça marche pas. Du coup, voilà, on s'est assez naturellement dit, faisons un dessin. Et je lui ai demandé de réfléchir à la composition. Déjà parce qu'il a souvent des bonnes idées et qu'ensuite, j'avais pas envie de tout faire toute seule et que j'avais peu d'idées. Et ensuite, je lui ai demandé de me donner des images de référence de lui qu'il aimait bien et d'autres images de référence stylistiques pour faire un petit mood board. Résultat, j'ai croisé une image de lui et une image de Vincent Delerme pour la posture. Et de là, j'ai recréé son personnage que j'ai pas décalqué parce que c'est presque un peu cartoon, un peu personnage de BD. Donc là, j'étais plus à l'aise pour changer les traits, choisir ce que je gardais pour recréer sa frimousse. Pareil pour moi. Il se trouve que sur mon compte de dessin, j'avais déjà par le passé fait des mini-cartoons où en 2-3 slides, je fais une petite blague et je me mettais moi en scène. Donc, même si c'est pas le même style, je voyais à peu près les proportions et comment je voulais me représenter. Finalement, le plus dur, mais le plus satisfaisant et le plus amusant, ça a été Vincent Coche, parce qu'il m'a envoyé plein d'images de rêve, vu que je lui ai demandé. Et comme il faisait notre première partie, je voulais aussi que sur les visuels, on puisse le montrer et qu'il fasse partie de la DA. Et c'est honorable d'ailleurs, c'est pas beaucoup de monde qui met à l'honneur la première partie aussi dans l'affiche. C'est important, moi, je trouve. Oui. Enfin, quand elle est connue, parce que parfois, tu lances l'affiche et puis tu trouves ta première partie après aussi. Donc, voilà. Mais là, en l'occurrence, on savait. Donc, voilà. Et c'était marrant à dessiner. Il était un peu cartoon. Parce qu'il avait une photo de lui sur scène où il avait un gros sweat et puis un jean. Et ça me permettait de jouer avec les volumes et je trouvais ça hyper intéressant. D'ailleurs, je crois que je lui ai dit, t'es marrant à dessiner. Je sais pas si c'est un compliment gentil, mais... là, je l'ai vu il y a 3 semaines, il était en dépression, mais après, je pense que ça va. Ah, super. Désolé, Vincent. Mais non, lui, je crois qu'il était satisfait. Il m'a dit que ça allait. Peut-être il m'a menti. Non, c'est... Mais voilà, le dessin de cette affiche, ça s'est fait par praticité, par volonté d'avoir un visuel cohérent qui unit tous les univers. Et en plus, ça nous permettait de mettre à l'honneur le Calembour qui nous a accueillis, le Calembour Comedy Club à l'Oxford Café, où ils ont vraiment travaillé. Il y a plein de lieux qui le font maintenant, qui prennent le petit néon pour avoir un espace lumineux chouette, pour que les artistes soient mis dans des chaussons quand ils sont sur scène.
Mais là, il y a vraiment une volonté et du café, du bar plutôt, et de l'équipe du Calembour, d'avoir pensé l'espace comme un espace où il y a une scène et on est là pour un spectacle. Parce que c'est séparé du bar, c'est à l'étage, et donc la disposition le permet aussi. Et ils ont vraiment mis une scène, et derrière un fond de scène avec un arc, enfin un rond, Ouais. et le néon sur le fond de scène. Alors là, le dessin d'origine, il y avait le néon, mais ça faisait trop d'informations visuellement, donc on l'a enlevé. Mhm. Mais du coup, ce néon, il est un peu jaune-orangé, donc on a choisi cette couleur orange pour le cercle derrière nous en fond de scène, tu vois. Ok. L'idée, c'était de réutiliser un peu tous les symboles de ce qui allait faire la soirée. Comme ça, les gens, quand ils voient l'affiche, ils voient rien, mais quand ils arrivent, ils font « Ah !» Ouais. Tu vois? Ouais, c'est une manière de créditer tout le monde de manière subtile et élégante, quoi. Bah merci. Ah non, franchement, très belle affiche. Très belle affiche qui apparaîtra sûrement plusieurs fois pendant que t'en parles à l'écran. Là où toi, pour l'instant, le dessin, ça reste un support, un outil que tu utilises à d'autres fins. Oui. Est-ce que, toi qui es autrice, tu as déjà écrit un livre, mais est-ce que publier quelque chose, une histoire, une BD, une exposition de tes dessins plus structurée que ton carnet à ciel ouvert qui est de ton Instagram, est-ce que ça pourrait... Est-ce qu'il y a une Céline du futur qui existe et qui fait ça, quoi, qui se lance dans un projet de dessin? Alors, une exposition, je ne sais pas, parce que vraiment, le dessin, ça reste l'illustration, une activité à côté. Peut-être que dans le futur, mais là, actuellement, je me dis que je n'ai pas le niveau, le talent. Moi, tout me prend beaucoup plus de temps que quelqu'un qui fait ça au quotidien, tu vois. Mhm. Donc, ce serait infâme, l'énergie que ça me prendrait de penser à un album jeunesse, par exemple, ou une BD. Une BD, ce serait encore pire. Du coup, je pense pas que c'est possible. Ceci dit, il se trouve que je suis en train d'écrire une BD avec un ami. Ok. Ça fait quelques années, mais nous, on est sur le scénario et l'idée, c'est de monter le dossier pour ensuite le proposer à des maisons d'édition et qu'ensuite, ces maisons d'édition puissent nous aider à trouver l'illustrateur ou l'illustratrice qui correspond le mieux au projet, si le projet est validé, bien évidemment. Donc évidemment que le format BD, c'est un format qui m'intéresse énormément et que si je lis autant de BD, c'est pas un hasard. Mhm. Je me vois pas faire... Ouais, pour l'instant, Pour l'instant. peut-être tu te sens pas assez légitime, mais tu travailles en tout cas pour... Bah, Et j'aime je trouve ça trop. aussi noble de se dire ça, je vais juste m'associer à quelqu'un qui le fait mieux. Oui. Et après, peut-être que toi, ça va le voir travailler avec lui, ça va te permettre de t'améliorer et plus tard le faire toi. Mais c'est bien d'avoir cette notion-là des étapes. Mais ce qui est réaliste, c'est que dans un futur moyen-long, je me vois bien, si je me rends compte que ça me prend pas trop de temps, que j'arrive à développer mes projets principaux et que je prends toujours autant de plaisir à dessiner, je me vois bien développer, par exemple, en format limité, des cartes postales. Tu vois, ce Ok, genre de... ouais. Parce que je me suis trop amusée en faisant les flyers du 30-30. Donc, pourquoi pas, si le sujet s'y prête, si j'ai des illustrations qui me plaisent assez et qui sont originales, c'est important. Parce qu'il y a une illustration que j'ai faite récemment où on m'a demandé, elle m'a dit, elle est trop belle, est-ce que tu pourrais l'imprimer? Je la verrais bien dans un cadre et tout. Trop gentil. Sauf que cette illustration n'est pas réellement originale parce qu'elle était inscrite dans un challenge qui s'appelle Dessine ça dans ton style, si je traduis. C'est connu sur Instagram dans le monde des dessinateurs, Draw this in your style. Et du coup, quel accent. Et du coup, pas fait d'effort, vraiment. Et donc l'illustration de base est très différente de ce que j'ai fait, mais ça reste un peu la même palette de couleurs, un peu la même posture, et je serais mal à l'aise de commercialiser une image dont j'ai pas eu l'idée à l'origine, tu vois. Donc peut-être un jour, qui sait. Ouais, j'attends de voir ça. Franchement, j'espère que le jour où... Enfin, de toute façon, le jour où ça sort, je serai le premier à communiquer en disant on l'a su ici en premier. Mais c'est gentil. Même si peut-être pas, mais en tout cas, moi, je m'approprierai tout. En fait, cette question, Information. c'est juste pour pouvoir dire on l'a su ici en premier. Oui, exactement. C'est pour ça que je la pose à chaque fois et je me fais une petite banque d'annonces qu'on me fait de manière sous-jacente ou pas. Tu vois. Mais en tout cas, là, on arrive à la fin de l'épisode, Céline. On arrive à la dernière partie. Et comme vous pouvez le voir sur le plan large depuis le début de l'épisode, Céline a ramené pas mal de livres. Parce que tu m'as dit que... Donc là, on va passer à la dernière partie qui est le top 5. Donc, 5 recommandations de dessin. Donc le dessin, c'est assez large. Hein. Ça peut être manga, BD, exposition, tout ce que tu veux qui a trait au dessin et qui met en valeur cette discipline.
Et toi, tu l'as pris très à cœur, puisque il y a 2 jours, tu m'as dit, mais je ne vais jamais y arriver, en fait, tout simplement. Donc, bah voilà, j'ai prévu un peu de temps pour que tu puisses développer ce top 5. Voilà, donne-nous envie de... Si je parle très vite, je consommer peux du glisser dessin. plus de références que 5. Bah, tant que ça tient dans 10 minutes, quoi. Ok, c'est parti. J'ai l'impression d'être en Fort Boyard. Hop là. Du coup, il y a une artiste dont on n'a pas encore parlé. Elle est forte, hein. Ce qui me plaît le plus dans l'illustration, vous l'avez vu, je suis une vraie babelle, c'est qu'avec une illustration sans mots, on peut déjà raconter beaucoup, beaucoup d'histoires. Et une des illustratrices que j'ai le plus vite suivie quand j'ai créé mon compte Instagram et que j'ai découvert son travail, elle s'appelle Eikala, je crois que, enfin c'est son nom d'artiste, il me semble qu'elle est finlandaise, mais j'ai un doute, et ça s'inscrit plutôt dans l'animation japonaise. Elle fait pas d'animation, mais ce sont que des images qui pourraient être dans des films d'animation, quoi. Et ça, c'était un livre d'art qu'elle a créé avec un crowdfunding, hein, clairement, pour revenir sur son travail, son processus créatif. Et je cherche une illustration, mais peut-être je vais pas la retrouver. Bah là, par exemple, on voit 2 petites sorcières, un monde dans les nuages. Et il n'y a pas de contexte. Elle écrit pas encore, peut-être qu'elle le fera un jour, ou alors ça m'a échappé, mais il me semble pas qu'elle écrive d'album jeunesse. Mais chaque image qu'elle crée pourrait être un album jeunesse. Et je trouve ça fou. Et ça permet de rappeler qu'on peut aussi acheter pour soutenir des artistes des livres d'art. C'est un budget, mais parfois ça fait plaisir. Et ça me permet de parler de Nicoletta. Nicoletta Cecoli, du coup, c'est le premier livre d'art que je l'avais eu à Noël. J'avais vu, je traînais dans une librairie, je l'avais vu. Et c'est plutôt des images étranges, parce qu'il y a des rapports de proportions qui sont pas justes, les têtes qui sont très grosses, des choses horrifiques. Et c'est comme ça que je suis un peu tombée dans ma passion des livres d'art et qu'après je me suis mise à acheter des BD. Et elle avait un style qui se rapprochait de Benjamin Lacombe, qui a fait beaucoup, c'est un illustrateur français assez connu, dont il a illustré les contes macabres d'Edgar Allan Poe, et c'est ma passion. Du coup, voilà, j'ai fait 3 recos en une, mais ça compte pour une. Parce que à la base, c'était elle. Ensuite, je peux pas. On peut pas parler de dessin sans parler de cartoon, on l'a peu fait, mais sur Instagram, il y a énormément d'artistes hyper talentueux qui font des petits comic strips, des petits cartoons. Il y en a une qui est super connue, et évidemment, j'ai pas révisé. Je crois que c'est Sarah Anderson, et elle est vraiment trop drôle. Et c'est juste elle avec un petit t-shirt, des gros yeux ronds et un chat. Bon, il n'y a pas toujours le chat, mais souvent quand même. Et elle est trop forte. Et j'adore les gens qui sont capables de raconter une histoire avec juste 3 traits de crayon. Et dans le lot, mais alors du coup vous allez me détester parce que celle-là je la cherche, elle ne se vend plus nulle part. Une fois je voulais l'offrir à quelqu'un, et ben je la garde pour moi parce que je l'ai achetée il y a 10 ans et je l'ai pas retrouvée. Mais si vous voulez la trouver dans une bibliothèque, Panda M, c'est une de mes BD préférées de Kaizen, je sais pas comment ça se prononce, et c'est juste un gros panda. Et c'est des planches de 3 cases à chaque fois. Ok, je vois un peu le délire. Et en fait, l'auteur est un peu geek. Du coup, il y a des références parfois au Seigneur des Anneaux, parfois à Jurassic Park. Enfin, il y a de tout. Et il y a de l'humour méta. Et je trouve ça fou. Le panda casse les cases. Je trouve ça trop malin. Ouais, quand tu brises un peu les codes. Et c'est beaucoup plus simple. C'est pas simpliste parce que c'est pas facile à faire ce qu'il fait, mais ça paraît plus accessible. Et donc, c'est une autre façon de raconter des histoires. Et je trouve ça hyper intéressant. Ouais. En parlant d'autres façons de raconter des histoires, on a L'amour géométrique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps du tout. Donc c'est Victoria Cario et Juliette Binet. Mais en gros, l'idée c'est que c'est un livre où c'est que des images très graphiques avec des formes. Mais ça raconte une vraie histoire. Okay. Et il y a la façon dont les formes évoluent. Par exemple, là, les couleurs, on déteint les unes sur les autres. Donc la façon dont l'histoire évolue, ça suit le propos. Et ça raconte une petite histoire... trop mignonne quand un deuxième enfant arrive dans une famille et que l'aîné qui est 3-4 ans est pas hyper satisfait du fait que ses parents déportent son attention vers un autre enfant. Enfin, c'est toujours un moment un peu délicat dans une famille et c'est trop bien raconté, donc c'est trop chouette. Donc en fait, c'est des images abstraites qui, avec l'histoire à côté, deviennent concrètes. Oui, c'est un vrai travail de graphisme. Il y a un choix des couleurs, un choix des formes, une intention de comment ces formes s'entrechoquent. Et
Et du coup, ça montre qu'en fait, des fois, on se fait une idée de « Ah, on peut pas dessiner parce qu'on ne sait pas faire la perspective. » Là, il n'y a aucune perspective, Ouais. tu vois. Et il y a juste des couleurs et des formes, et je pense que tout le monde serait capable de les faire, juste fallait y penser. Et c'est ça que je trouve hyper créatif, et que je ne sais pas faire, et que j'aimerais savoir faire. Parce que moi, je me prends trop la tête, je me censure, je me dis « Non, mais ça, si je sais pas faire... Parce qu'en fait, si on veut dessiner un dragon, on peut ne pas dessiner un dragon. On peut dire que le dragon, il est hors champ et faire un gros nuage de fumée parce qu'il a craché du feu. Enfin, Ouais, ok, je vois tu la vois. méta un peu Il y a du truc. Navo, il y a des années, il avait un blog qui s'appelait La Bande Pas Dessinée, parce qu'il voulait faire une BD, mais il savait pas dessiner. Ok, Donc c'était juste des bulles. c'est trop marrant. Donc c'était juste des blagues dans des bulles. Ah, ok. Mais au format BD, puisque tu avais des petites cases qu'on appelle vignettes, et puis des petites bulles qui se répondent, et ça reprenait tous les codes de la BD, mais il n'y avait marrant. pas de personnage. Et tu te l'imagines putain, c'est trop stylé. Ça. C'est ça. Donc on n'est pas... si on est passionné par ça et qu'on a envie de faire ça, on peut trouver des astuces, tu vois, et être créatif. Et c'est là où je trouve les enfants sont plus créatifs parfois que nous qui nous embêtons. Et ça, c'est la référence ultime. On a trouvé un chapeau. Parce que les illustrations de Jon Klassen sont assez étonnantes. Elles sont un peu dark, c'est que des couleurs sombres. Et c'est ça peut paraître simple, mais on dirait presque un collage, vu que les tortues... Je cherche une page où il y a une grosse tortue. Oh, celle-là, elle est incroyable. Je sais pas si tu peux zoomer, mais le petit regard de la tortue qui veut le chapeau, c'est fou. En fait, on pourrait croire que c'est un collage parce que le dôme de la tortue est juste un bête demi-cercle, et puis il a travaillé les textures, puis il y a les 4 pattes. Les cactus, c'est 2 formes et des picots en V. Donc en fait, si on décompose l'image, c'est vraiment pas compliqué, mais le travail sur les textures, les transparences et tout rend l'illustration intéressante. Et son histoire, elle est incroyablement drôle, à se demander si c'est vraiment pour les enfants. Mais là, dans celui-ci, la morale, elle est mignonne. La double lecture, toujours, de quand tu reprends des trucs d'enfants plus tard et tu te dis, putain, en fait, Exactement. c'était un gros malin, celui qui a écrit ça. Et toutes les personnes à qui j'ai fait lire ce livre ont rigolé. Donc, Ok. je pense que vous pouvez... Et d'ailleurs, il est possible que les ventes aient augmenté Depuis au la fur sortie et- de l'épisode, oui, je pense, oui. Non, mais depuis, parce que avec NJ toujours, NJ Selman, on le recommande à tout notre entourage. Ok. Et tous les livres de cet illustrateur sont, quand c'est que lui, parce que parfois c'est pas lui qui fait l'histoire, et donc c'est souvent plaisant à lire, mais c'est d'albums jeunesse un peu plus classiques avec une histoire, des personnages qui se développent. Mais quand c'est que lui, il fait les images et le texte, c'est absurde. Parce que le texte vraiment, c'est, si tu veux, je te lis une phrase, parce que juste pour que tu comprennes, Mhm. on a trouvé un chapeau. On l'a trouvé ensemble. Mais il n'y a qu'un chapeau. Et nous sommes 2. Comment il me va ? Il te va bien. Comment il me va ? Il te va bien aussi. Et c'est que ça, c'est que de la répétition, du dialogue, et c'est absurde. Et Ouais, c'est trop bien. de l'absurde en dessin. Quoi. Oui, voilà. C'est trop bien. Bon, on a dépassé les 5 recos, je sais pas Pardon. Non, si si. ça mais rentrera. Mais non, mais après, moi, je m'arrange toujours, de toute façon, pour que... il y a plein de BD dont j'ai pas parlé, ça ne va pas du tout. Bah oui, je comprends. Après, si tu veux, on pourra faire une liste annexe avec... On fera un Reels. Ouais, carrément, franchement. Ouais. En tout cas, merci pour ces recommandations. Franchement, Merci je à pense toi. que juste... T'as même pas besoin d'argumenter, juste les étoiles dans les yeux quand tu montes les livres, ça suffit à convaincre n'importe qui de lire ça. On arrive à la fin de l'épisode et déjà, je tiens vraiment à encore te remercier d'avoir accepté l'invitation dans le podcast. Merci à toi de m'avoir invité. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir aujourd'hui. J'espère que tu as passé un bon moment. Moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai l'impression d'avoir pris une douche de connaissances sur le dessin. C'est C'était- trop court. Je suis trop propre de connaissances. Quoi. Mais avant de finir, j'aimerais qu'on reprenne un peu tes différentes actualités et qu'on synthétise un peu tout ça. Donc toi, de manière générale, tu as tous les mois une newsletter qui sort qui s'appelle « Voir voler les coléoptères ». Exactement. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Même si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez voir les dernières. Enfin, Sachant que, parce que c'est sur Substack, je me permets de te couper, sur Substack, il y a la version payante et la version gratuite. Moi, ma newsletter est totalement gratuite, donc on peut la lire même si on n'est pas abonné. Mais le fait de donner son mail pour s'abonner, ça permet juste de, sans retourner sur la plateforme, la recevoir une fois par mois dans votre boîte mail. Et moi, je fais pas de spam ou quoi, c'est vraiment juste ça. Ok. Voilà. Donc en tout cas, c'est très intéressant. Vous verrez qu'il y a l'association entre le dessin et les mots. Et c'est sur des sujets variés. C'est des petits billets d'humeur Un peu, oui. un peu marrants. Et parfois pas marrants. C'est Non, parfois oui. piquant. Donc ça, c'est pour la partie newsletter. Sur la partie spectacle,
Là, donc, dommage, vous avez raté le 30-30 avec Louis Arthur. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres, pas encore annoncés, il me semble. Non, même pas encore booké. Ouais, donc voilà. Mais la meilleure manière d'être au courant, c'est de s'abonner à ton compte Instagram. Tout à fait. Célimion, Oui. contraction de Céline et Charmion, Oui. tout simplement. Et il s'affichera là. Voilà, on va le mettre là. Oh, waouh. Célimon, oui, merci beaucoup. Et je sais pas si tu veux partager aussi ton compte de dessin personnel, pour que les gens puissent voir un peu de quoi il retourne. On peut, vous pouvez aller voir ça. Il n'y a pas grand-chose et pas beaucoup de comment dire, de fréquence dans la publication. C'est juste quand j'en ai envie. C'est vraiment un carnet à ciel ouvert que je remplis occasionnellement. Donc c'est célimion.art. Ok, Comme ça, c'est pas trop compliqué. très facile, mais au moins les gens pourront y aller s'ils ont envie de voir un peu ce que tu fais, même c'est pas forcément pour suivre l'actualité débordante du compte, mais voir un peu ce que tu as fait par le passé. Oui, moi ce que ça me permettait surtout, c'était de bien dissocier tous les comptes que je suis dans la vie et tous les comptes d'art que je suis sur ce compte-là, parce que sinon ça fait trop dans le feed. C'est vrai que ça permet d'organiser, de segmenter un peu ce qu'on fait. Je sais pas si j'ai tout dit sur tes actus. Bah si, t'as tout dit. Tu veux une exclue? Il y en a? Elle est à moitié. Allez, Bah j'ai écrit mon spectacle, ça y est. ça y est? Oui. Et c'est pour quand alors? Eh ben c'est pour quand j'aurai une date. Ok, bon. Alors, Mais tu pourras dire que tu l'as su, c'est ok, la ok. première fois. Ok, bon. Bah, mais juste le fait que tu m'aies dit que tu veux une exclue, je mets ça dans le teaser. Mais en tout cas, c'est trop bien. On a hâte que ça puisse sortir, donc on peut facilement s'imaginer que la saison prochaine... Oui, bah le but c'est que au plus tard, début 2026, j'arrive à le jouer quelque part. Ok. Mais Si des programmateurs regardent le podcast, ouais. et on sera là avec plaisir. En tout cas, le Point Entre les Arts se fera un plaisir de le relayer quand ce Oui. sera venu le moment de le faire, de faire ta grande première. En tout cas, quant à nous, les petits Points Entre les artistes, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Moi, j'ai vraiment trop kiffé le faire. J'espère que vous avez trop kiffé l'écouter. On se retrouve très vite pour un prochain épisode qui, j'espère, sera aussi bien que celui avec Céline, même si ça va être très difficile. Moi, j'ai un petit rituel à la fin du podcast. Je sais pas si tu t'en rappelles, si t'en as vu. C'est je fais 1, 2, 3 et bisous face cam. Il faut que je dise bisous. Oh oui. Ok. prête? 1, 2, Deux, 3, bisous. Tout est bien qui commence bien, j'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.